Mes chers collègues, bienvenue. Je vous propose de commencer. Avant d'attaquer à proprement parler l'audition, je voudrais préciser que, suite à la demande d'un certain nombre d'entre vous, vous recevez maintenant toutes les semaines une revue de presse sur le sujet des collectivités territoriales. Donc j'espère que ça vous va. Je voudrais remercier les administrateurs qui ont fait ce travail. Donc ce sera maintenant régulier. Notre tradition, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir les présidents des Hauts-de-Seine et des Yvelines, respectivement Patrick Devedjian et Pierre Bédier, ainsi que les directeurs généraux des services, monsieur Yves Cabana et madame Katayoun Panahi. J'espère que je n'ai pas mal prononcé votre nom. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur un sujet qui est à la fois un sujet d'actualité, puisque je sais que vous avancez sur la fusion de vos départements, qui n'est pas d'une actualité brûlante dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de décision importante, aucune décision importante ne sera prise avant les élections municipales donc de mars prochain. Je crois que ça pourrait être aussi un sujet de la future loi dite 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration. Donc voilà, ça s'intègre parfaitement dans les travaux de la délégation, qui est, comme vous le savez, toujours intéressée par les sujets de différenciation et qui est également intéressée par l'articulation que vous souhaitez faire si cette fusion se faisait avec à la fois la métropole, évidemment, et la région Île-de-France. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir un propos liminaire, et puis après vous prendrez les questions des députés. Alors nous avons, par définition, les auditions sont ouvertes à l'ensemble des députés. Nous avons spécialement relancé les députés Île-de-France qui sont assez représentés. Et je pense que vous aurez tous les sons de cloche sur votre fusion, parce que c'est vrai que cette fusion a de nombreux supporters, on peut le dire. Elle a aussi un certain nombre de contradicteurs. Elle est critiquée. Je vais vous prendre Florilège, que vous connaissez, à laquelle j'imagine vous allez évidemment répondre. C'est un mariage entre riches. Quelles vont être les conséquences de cette fusion qui va se faire au détriment des départements les plus pauvres d'Île-de-France? C'est aussi, ce que j'entends, on veut entendre, c'est aussi une manœuvre contre la métropole du Grand Paris. Donc voilà un petit peu les choses qui sont dites. Le Gers, pour le coup, n'est pas concerné. Donc voilà ce qu'on peut entendre. Chers collègues, moi je vous propose d'avoir une discussion très ouverte, parce que c'est un sujet quand même passionnant et qui va amener, j'en suis sûr, un certain nombre de commentaires et de critiques. L'intérêt de cette audition, c'est que les propos soient le plus libres possible. Je vous rappelle qu'ils sont quand même enregistrés et diffusés sur Internet. Monsieur le Président, je vous propose de commencer. Vous avez la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Juste quelques propos introductifs, parce que le mieux, c'est effectivement d'avoir des débats sur les questions. Simplement pour rappeler les faits, voilà, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la politique du gouvernement, puisque le gouvernement a souhaité que des collectivités se rapprochent. Il a engagé d'ailleurs lui-même à son initiative là pour les départements d'Alsace, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et c'est pour les départements le seul cas. Et puis il y a nous. Alors, nous sommes assez avancés dans la procédure. Vous savez que la loi dans ce domaine a changé. Elle a changé dans la mesure où elle a supprimé l'obligation préalable qu'il y avait de faire un référendum. Donc, nos deux collectivités ont délibéré sous le quinquennat précédent. Cette disposition était donc par la gauche. Je le dis parce que parfois j'entends des parlementaires de gauche réclamer qu'il y ait un référendum. Alors j'en dis, justement, vos amis ont souhaité que ça soit supprimé. Et c'était le précédent de l'Alsace, on se souvient, qui avait fait, le référendum avait fait échouer la fusion. Nous, nos collectivités ont donc délibéré. 90% des conseillers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont délibéré positivement en 2017. Par conséquent, en termes légaux, bien entendu, le Parlement
il est tout à fait légitime à s'intéresser à cette affaire, mais il n'y a nul besoin, pour ce qui concerne la fusion au terme de la loi existante, il n'y a nul besoin de nouvelles dispositions législatives. Il faut et il suffit que soit pris un décret en Conseil d'État par le gouvernement pour que la fusion passe en termes de droit. Nous avons fortement engagé cette fusion, puisque d'ores et déjà, nous avons dépassé 50% de fusion de nos services. Nos services sont d'ores et déjà fusionnés à plus de 50%. C'est un petit peu comme la soupe de poisson. Hein, quand vous faites de la soupe de poisson avec le contenu d'un aquarium, une fois que la soupe de poisson est faite, vous ne pouvez pas remettre les poissons dans l'aquarium. Eh bien, pour la fusion, c'est un peu la même chose. Nous avons fusionné nos services à plus de 50%. Nous y avons d'ailleurs fait des gains de productivité très importants. Et notre objectif, c'est d'atteindre 200 millions d'économies chaque année par le seul fait de cette fusion. Ça nous a rendu aussi beaucoup plus efficaces. Et je veux le dire avec humilité, cette fusion a aussi un intérêt technique parce que on s'aperçoit chaque fois, à l'occasion de chaque fusion de services, on s'aperçoit qu'il y a un des deux départements qui est meilleur que l'autre dans la gestion d'un domaine. Donc c'est plutôt l'alignement vers le haut. Et vraiment, c'est très équilibré sur l'intérêt. Un jour, c'est les Yvelines, un jour, c'est les Hauts-de-Seine. Mais c'est très équilibré dans la qualité de celui qui est supérieur. Donc, c'est un rapprochement important. Alors, je veux essayer, je m'arrêterai là pour que vous permettre de poser des questions, mais je veux vraiment liquider deux objections. La première, c'est que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, notre initiative a été parfois interprétée comme ayant pour objectif d'empêcher la construction de la métropole. Alors, il est bien vrai, et ça a été sans doute pendant un certain temps considéré comme un obstacle à cette fusion, il est bien vrai que la frontière de la métropole du Grand Paris telle qu'elle existe aujourd'hui passe à travers cette fusion. Les Hauts-de-Seine sont dans la métropole, les Yvelines n'y sont pas. Tant que ce projet de métropole a été agité par la Direction générale des collectivités locales et que le politique ne s'en est pas mêlé, effectivement, l'existence des 3 départements de la Petite Couronne a été remise en question et le principe de la métropole réduite aux acquêts, je dirais, c'est-à-dire à Paris et les 3 départements, 6,5 millions d'habitants, a fait l'objet d'une préférence qui a été largement partagée. Et puis, depuis, les choses ont évolué. Les choses ont évolué et beaucoup de gens, dont je crois pouvoir le dire sans abus, le président de la République lui-même a considéré que cette frontière à l'intérieur de la région actuelle telle qu'elle existe n'était pas opportune parce que si l'on veut parler de distinction entre les riches et les pauvres, là c'est la métropole des riches qu'on voulait faire. En tous les cas, vous ne pouvez pas nous accuser de faire une alliance entre riches et ne pas considérer que la métropole telle qu'elle a été conçue par la loi NOTRe, c'est une alliance entre les riches. Mais donc aujourd'hui, ce tropisme est derrière nous. Aujourd'hui, donc, l'État a largement, je crois, renoncé à cette frontière métropolitaine qui aurait eu qui a déjà pour inconvénient de créer une nouvelle frontière à l'intérieur
de la région Île-de-France, d'ajouter d'ailleurs une espèce de concurrence territoriale avec les compétences de la région, cette métropole telle qu'elle était conçue, et de faire de cette métropole du Grand Paris le territoire le plus dense de toute l'Europe. 2 fois plus dense que le Grand Londres. Il est totalement inutile d'ailleurs de nous faire des discours sur l'écologie, sur la voiture polluante, etc. et de continuer à construire la ville sur la ville et d'avoir cette densité, car ces embarras de circulation sont d'abord dus à la politique de densification que les préfets animent de manière forcenée en poussant les maires à construire toujours davantage dans ce périmètre, au point qu'aujourd'hui, on plante les arbres sur les toits parce qu'on ne peut plus les planter sur le sol. Et donc, évidemment... Des fermes urbaines. Oui, on fait des fermes urbaines, ça, bravo. Nous avons choisi, effectivement, de mixer l'urbain et le rural, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que nous répondons beaucoup mieux à la problématique de l'écologie. Et puis, je pense que le Brexit a fait réfléchir. Le Brexit britannique a fait réfléchir, car si l'on regarde qui a voté pour le Brexit, eh bien, c'est tout ce qui n'était pas le Grand Londres. Tout ce qui n'était pas pratiquement, il y a quelques exceptions, mais pratiquement tout ce qui n'était pas le Grand Londres, le Brexit est une opposition de l'ensemble de la Grande-Bretagne au Grand Londres, vécue comme la métropole des riches. L'Angleterre, oui, l'Angleterre, pardon. Oui, l'Angleterre. Vécu comme justement la métropole des riches. Et cet exemple a peut-être fait réfléchir beaucoup de personnes. Et donc le projet de métropole réduite aux 4 départements a été, je crois, abandonné. Et nous verrons bien dans la suite quel sera son avenir. Voilà. Alors, le mariage entre riches, non. Non. C'est le mariage entre plutôt de bons gestionnaires, puisque, en réalité, nous avons des recettes qui n'ont par habitant qu'un écart de 7 € maximum parmi les 7 départements de la région Île-de-France. L'écart entre notre moyenne fusionnée et le plus bas de taux par habitant n'est que de 7 €. En revanche, nous sommes les plus bas pour les dépenses par habitant. Et donc, il faut croire que ce qu'on appelle notre richesse, et qui est mesurée sans doute à notre capacité d'investissement, puisque nous investissons à nous deux 800 millions d'euros par an, il faut croire que c'est dû plutôt à la qualité de notre gestion. Je le dis toujours et je le répéterai jusqu'à ce que mort s'en suive, les recettes nettes des Hauts-de-Seine sont nettes et globales des Hauts-de-Seine sont inférieures à celles de la Seine-Saint-Denis. Bien sûr, la Seine-Saint-Denis a des dépenses sociales supérieures à celles des Hauts-de-Seine, j'en conviens volontiers, mais après péréquation, donc après déduction de la péréquation pour nous et addition de la péréquation pour la Seine-Saint-Denis, leurs recettes sont supérieures et leur population inférieure. De peu d'ailleurs, d'environ 50 000 habitants, mais inférieure. Mais simplement, nous n'avons pas géré historiquement. Nous avons, quand M. Barthelone a succédé au Parti communiste dans la direction des Hauts-de-Seine, il s'est plaint de ce que 90% des emprunts étaient des emprunts toxiques. Voilà, ça n'est pas arrivé chez nous, effectivement. Comment ? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il avait. Bon. Bien. Comment ? Toxique, oui. Toxique.
Attendez, je vous propose peut-être d'organiser un tout petit peu le débat, de donner la parole effectivement au président Bédier. On vous écoute. Merci pour un propos qui sera... Monsieur Bédier, il faut supprimer votre micro, ça se partage. Pour un propos qui, vous l'imaginez, sera totalement complémentaire de celui de Patrick Devedjian. Il n'y a pas de vérité en deçà de la scène et d'erreur au-delà. Moi, je voudrais insister sur cette question de métropolisation. Parce que Patrick a dit comment il l'avait vécu côté Hauts-de-Seine, je peux vous dire comment on la vit côté Yvelines. Lorsqu'on a un projet qui exclut les départements de grande couronne de la métropolisation, ça veut dire qu'on ne sait plus où on est. Vous avez 4 départements, Essonne, Val d'Oise et Seine-et-Marne, qui n'étaient plus nulle part, puisqu'on allait transférer des pouvoirs de la région, c'était ça l'idée au démarrage, on allait transférer des pouvoirs de la région vers la métropole, donc vers ces quatre entités fusionnées, et au-delà, on allait avoir une structure régionale qui allait ressembler à un cercle, un donut, on peut dire ça comme ça, sans centre, pardon. Un Paris-Brest. Un Paris-Brest, mais sans Paris et sans Brest. Bref, c'était une curiosité intellectuelle. Donc déjà, nous, en tant que département de grande couronne, nous avions une réaction hostile à cette vision de la métropole. Cette vision de la métropole est d'autant plus absurde qu'elle ne repose sur aucune réalité. C'est-à-dire qu'il s'agisse, dans les définitions géographiques de l'aire urbaine, de l'ensemble urbain, etc., ça ne marche pas comme ça. Et tous les départements, ça peut même aller bien au-delà de l'Île-de-France, puisque je rappelle que si on voulait vraiment regarder ce qui fait métropole, c'est-à-dire ce qui rassemble l'ensemble des transferts de richesses et des transports, ça va même jusqu'à l'Oise et à l'ouest, sur l'Eure et l'Eure-et-Loire. Donc, nous avons vécu, nous, cette exclusion comme gravissime. Et d'autant plus, et c'est le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a une métropolisation dans la métropolisation. Nous avons un transfert de la richesse de la périphérie vers le centre. Et ça ne s'arrêtera pas. Je ne vais pas vous dire que c'est le sens de l'histoire, parce que je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, ça marche aujourd'hui comme ça. Et ça repose sur cette vérité élémentaire. Il y a besoin de moins en moins d'espace pour produire de plus en plus de richesses. Il y a plus de potentiel fiscal dans la station F de la halle Fraissinet qu'il n'y en a dans la ville de Poissy, qui est le premier pôle industriel du département des Yvelines. Et ça, je ne vois pas comment on peut l'arrêter. Donc nous avons un transfert qui se fait naturellement de la périphérie vers le centre et qui va être accéléré par un phénomène qui s'appelle la Société du Grand Paris Express. Cette Société du Grand Paris Express a un certain nombre de gares qui vont, j'ai toujours peur de me gourer, c'est 70 gares, soufflez-moi, 71 gares, qui vont donc avoir un périmètre d'aménagement autour de chacune de ces gares. Et quand vous totalisez les superficies aménageables, vous tombez sur une superficie qui est équivalente à la ville de Paris. Donc vous avez aménageable, rendez-vous compte, dans la métropole parisienne, l'équivalent de la ville de Paris. Et donc la concentration de richesse que vous allez avoir autour de ces gares, parce qu'elles vont donner une accessibilité à l'ensemble du territoire parisien, francilien, appelons ça comme on veut, mais aussi du territoire national et du territoire international, puisque c'est l'interconnexion aux gares et aux aéroports. Et donc nous, département des Yvelines, nous sommes très menacés par ce phénomène, puisque nous nous sommes construits, le département des Yvelines, notre richesse s'est construite dans un premier temps, dans des temps très anciens, pour le député de la circonscription rurale, dans la ruralité bien entendu, mais enfin plus dans la chasse que dans la culture, on était plutôt domaine royal. Nous nous sommes construits ensuite dans l'industrie de la vallée de Seine. Cette industrie est aujourd'hui en grande difficulté, et quand vous discutez avec les patrons de l'industrie automobile, on se rend bien compte de toute cette fragilité. On perd la construction de la Clio à Flins qui est partie en Slovénie, parce qu'ils produisaient 15 € de moins par voiture en Slovénie qu'en France et qu'à Flins. Donc l'industrie est en difficulté, et je n'ai pas le sentiment que les choses vont s'améliorer tout de suite. Et toute l'activité de service qui a été construite autour de la ville nouvelle de Saint-Quentin, c'est le résultat de la politique d'aménagement de l'ouvrier, 60, 70, 80,
mais qui aujourd'hui est complètement battue en brèche par les phénomènes de métropolisation. Et si vous regardez l'évolution de l'installation des entreprises aujourd'hui, vous voyez bien qu'elles repartent vers le centre et elles sont très tentées par le Grand Paris Express. Et vous avez avec ça, et j'en finirai sur cette partie de métropolisation par ça, c'est qu'elle correspond aussi à l'époque, c'est-à-dire à la question des mobilités. Je suis d'une génération où le premier signe de liberté, c'était de passer à 18 ans et un jour son permis. Nos enfants ne passent plus leur permis. Nous avons d'immenses difficultés dans les Yvelines à recruter. Nous avons pris la décision de regrouper nos services. Nous ne les avons pas regroupés dans la ville de Versailles, bref, parce que c'était un peu compliqué. Donc on est allé prendre un bâtiment à Guyancourt à côté, mais qui n'est pas à côté d'une gare, qui est moins bien desservi. Nous avons des difficultés de recrutement de jeunes cadres. Parce qu'ils veulent pouvoir venir en transport en commun et pas en voiture, et que Guyancourt, c'est en ville nouvelle, et que c'est l'ancien mode du périurbain où on se déplaçait en voiture. Donc pour nous, département des Yvelines, on voit bien qu'il y a un risque de glissement de richesse. Et nous voulons accompagner ce mouvement, puisque nous voyons bien que ça part naturellement avec les Hauts-de-Seine, et que, ce serait trop long de vous l'expliquer, mais nos populations sont les mêmes, nos entreprises sont les mêmes, nos fluides sont les mêmes, on est les mêmes en réalité. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on a été pour partie les mêmes, puisque 9 communes de l'ancienne Seine-et-Oise ont été transférées pour créer les Hauts-de-Seine. Donc il y a pour nous un continuum. Et donc, dans cette logique d'organisation métropolitaine à laquelle, de notre point de vue, on ne peut pas échapper, la fusion de nos 2 départements, qui permet de constituer à l'ouest un grand pôle, est une nécessité pour ces 2 départements. Mais j'en finirai aussi en vous disant que c'est une nécessité pour la région parisienne. Parce que, depuis 40 ans, on nous parle du rééquilibrage à l'est. Mais ce rééquilibrage à l'est ne correspond pas à l'histoire telle qu'elle est vécue. Et l'Ouest garde des atouts absolument considérables. Mais à force de faire des rééquilibrages à l'Est avec des investissements très conséquents, si on n'y prend pas garde, l'Ouest va finir par perdre de son attractivité sans que pour autant l'Est ait pris le relais. Et donc nos concurrents, ils ne sont pas simplement entre nos départements franciliens. La concurrence, elle n'est pas entre le bloc 98, tiens, tu vois, ça y est, j'ai trouvé une numérotation, 92-78 et la Seine-et-Marne ou la Seine-Saint-Denis ou Paris ou l'Est parisien. C'est que si nous ne sommes plus compétitifs à l'Ouest, les entreprises peuvent partir du territoire national. Donc l'intérêt, nous semble-t-il, est d'avoir à l'Ouest une collectivité suffisamment forte pour porter ses propres infrastructures, qu'elle peut financer par sa bonne gestion passée, qui lui permet d'avoir un autofinancement suffisant, qui fait d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui extrêmement sollicités par l'ensemble des services de l'État lorsqu'il s'agit de boucler les budgets d'importance. Et nous considérons que par notre regroupement, on peut arriver donc à être un moteur d'investissement, soulageant par là même l'État et permettant de développer la région parisienne. Car ça repose sur une gestion qui est vraiment très saine. Je voudrais revenir sur le mariage entre riches qu'a évoqué Patrick Devedjian, parce que l'actualité m'y aide. Moi, je suis sur le pont depuis 3 jours parce qu'il y a des problèmes à Champleau-les-Vignes. Mais j'étais avant sur le pont parce qu'il y avait des problèmes à Sartrouville. Et j'étais avant sur le pont parce qu'il y avait des problèmes à Trappes. Et j'étais avant sur le pont parce qu'il y a des problèmes à Mantes-la-Jolie. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas des territoires d'exclusion. Et Patrick n'a pas eu, et je m'en réjouis pour lui, de problèmes encore dans les Hauts-de-Seine. J'espère que ça va durer. Mais nous savons bien que sur nos deux territoires, nous avons, nous aussi, des problèmes d'une grande complexité. Et la vallée de Seine, pour les parlementaires des Yvelines qui le savent, je crois qu'ils accepteront ma définition, la vallée de Seine, c'est une petite Seine-Saint-Denis qui a quand même un handicap. Alors, son atout, c'est qu'elle est plus petite que la Seine-Saint-Denis. Son handicap, c'est qu'elle est beaucoup plus loin de Paris. Et que pour attirer des entreprises en vallée de Seine, c'est toute une affaire. Je vais vous en donner un exemple, Madame le député, puisque ça vous concerne. Une entreprise qui est au Mureau veut partir pour aller s'installer dans les Hauts-de-Seine. J'ai réussi à la retenir, parce que tant que la fusion n'est pas faite, malgré toute l'affection que je porte à Patrick Devedjian, sa base fiscale m'intéresse. Je me suis battu comme un chien pour qu'elle aille à Poissy. Elle est aujourd'hui en train de m'expliquer qu'elle préfère aller à Vélizy.
Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur des Yvelines, nous avons aussi ce problème de difficulté d'attractivité de certains de nos territoires. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est un département riche. Nous sommes des départements bien gérés. Voilà ce que je voulais dire en introduction et en vous remerciant, Monsieur le Président. Je vous en prie. La fusion des départements n'est pas encore une réalité, mais vous formez un couple fusionnel, si vous me permettez cette expression. Qui veut poser la première question? Alors, vous êtes débrouillés pour être tous dans une ligne, donc je ne vous vois pas, donc on va essayer d'arriver. Qu'est-ce qui veut commencer? Monsieur Bourlange. Il y a un sujet de gestion de micro, s'il vous plaît. Très intéressé par les deux exposés que nous avons entendus. Je crois qu'effectivement, ça a le grand mérite de dissiper un certain nombre d'idées fausses et de malentendus. Cela dit, je voudrais quand même poser la question de savoir, je voudrais poser deux questions, de savoir s'il n'y a pas dans cet accroissement de la taille du département, puisque la fusion aboutira à un ensemble quand même géographiquement impressionnant, s'il n'y a pas une sorte de contradiction avec le fait que le département est quand même jusqu'à présent le lieu d'un service public social, pour l'essentiel, de proximité, de relative proximité. Et je me demande, je n'ai pas l'impression, quand je vous entends les uns et les autres parler, que vous soyez absolument adepte de l'idée d'un développement de ce qu'on appelle les territoires. Et là, est-ce que cette gigantisation, si je puis dire, de l'ensemble ne conduirait pas à valoriser les établissements publics territoriaux qui ne sont pas forcément, dans ma circonscription, le maire de Clamart est extrêmement attentif au développement de cette affaire-là, et je le comprends très bien, mais ce n'est pas forcément... je voudrais bien savoir comment vous percevez ça. La deuxième chose, c'est qu'autant je comprends très bien votre argument disant c'est pas nous les vrais riches et c'était la métropole telle qu'elle avait été définie, ça très bien, mais quid d'un tel ensemble par rapport à la région? Pourquoi créer cet ensemble à l'intérieur d'un ensemble régional? Est-ce que la logique ne serait pas de maintenir, je me fais évidemment l'avocat, je ne dirais pas du diable, parce que le diable n'est pas là, mais je me fais l'avocat d'une position différente de celle que vous exprimez, de manière à vous permettre de me contredire. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de logique à, certes, supprimer la métropole, à concentrer l'ensemble des compétences de la métropole sur une région, plutôt que de faire ce gigantesque région dans la région, si je puis dire, comme on parle d'un État dans l'État. Merci, M. Bourlange. Monsieur de Courson. Oui. Ah, on fait toutes les... La première, elle est juridique. Donc, vous avez délibéré à une écrasante majorité, 90%. Et est-ce que le gouvernement a un pouvoir lié ou un pouvoir discrétionnaire en matière d'élaboration du décret? Voilà. Et à défaut d'un délai, je ne sais pas, est-ce que vous ne pouvez pas attaquer pour faire condamner l'État à sortir ce décret? Première question de nature juridique. Deuxième question. J'ai vu dans votre dossier que vous avez créé un syndicat entre les deux départements pour mutualiser vos moyens. Mais qu'est-ce qui vous empêcherait de transférer progressivement la totalité de vos compétences et de composer le comité syndical de l'entente avec l'ensemble des conseillers généraux de vos deux départements et de gérer tous ensemble dans une entente, puisque juridiquement ce serait une entente entre les deux départements? Est-ce que ce schéma, vous l'avez examiné et est-ce qu'il ne serait pas possible? Parce qu'à ce moment-là, je vois mal comment un gouvernement pourrait vous empêcher de finaliser, de dire, bon, dans ces conditions, on supprime les deux départements et l'entente devient un nouveau département. Voilà mes deux questions. Merci. Je vous propose de prendre 3-4 questions et puis comme ça vous pouvez y répondre. Madame Pouziref. Merci, Président. Messieurs les présidents. Tout d'abord, Monsieur Bélier, oui, je partage tout à fait l'inquiétude qu'on peut avoir sur l'attractivité de notre territoire, les questions de mobilité et l'avenir de l'industrie automobile qui entre dans une grande phase de transition, voire de reconversion. Et sachez que j'y apporte la plus grande vigilance en rencontrant aussi bien les syndicats que les industriels.
En revanche, je reviendrai un peu sur le même thème abordé par monsieur le député Bourlanges, sur la logique à construire un tel ensemble, petite région dans une région d'environ 3 millions d'habitants. Alors, bon, est-ce que c'est une logique purement économique ? On peut attendre effectivement des bénéfices de la mutualisation. Mais enfin, il y a aussi des difficultés à gérer, à être en proximité avec la population et à gérer la diversité de villes, de zones très urbanisées et très denses, et puis des villages dans la ruralité que nous connaissons. On a l'exemple chez nous d'une communauté urbaine GPSO qui a du mal à se construire et qui ne satisfait pas toutes les attentes des communes qui y participent. On le sait, on a cet exemple-là dans une communauté urbaine à 400 000 habitants. Et on voit qu'on a perdu en proximité, en efficacité globale. Bon, aussi, tous les ans, on a un peu la return annuelle de la plainte, la complainte sur la DGF. C'est-à-dire que l'État vous attribue moins de financement du fait de la péréquation. Comment gériez-vous la péréquation en interne d'un si grand ensemble et justement en fonction de cette diversité que je viens d'aborder? Et donc, qu'est-ce qui serait la garantie pour toutes les communes et leurs habitants que leurs attentes soient mieux servies? Merci, chers collègues. Pour terminer cette première série, Madame Dumas. Tout le monde pourra poser sa question. Merci, très bien. Messieurs les présidents, moi je vais faire de constat une question. Je fais partie de ceux qui ont soutenu votre initiative depuis le départ. Je pense d'ailleurs que il peut y avoir une forme aussi de résistance à toutes les constructions un peu technocratiques qui se sont profilées entre effectivement la construction de la métropole du Grand Paris et ensuite la volonté éventuellement de supprimer les départements de petite couronne. C'était un peu logique aussi que pour répondre à vos territoires, vous vous saisissiez de tout ça en vous disant nous on va essayer d'organiser quelque chose qui soit peut-être plus adapté. J'ai aussi le sentiment, alors moi j'ai vraiment partagé parce que ce que vous avez dit, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait même la volonté d'inclure les aéroports dans cette espèce de... Donc on aurait eu cette fameuse zone grise où il n'y aurait rien eu, il y aurait eu les autres régions, ce Grand Paris là, et puis autour quelque chose de... Donc moi j'ai le sentiment aussi que de manière très pragmatique, le dialogue que vous avez noué, c'est le dialogue du XXIe siècle entre effectivement un département plus urbain et un département plus rural. Et pour pouvoir comprendre l'autre, qu'il y a de mieux, c'est de se mettre à travailler ensemble, puisque ça vous oblige l'un et l'autre à tenir compte des intérêts des uns et des autres et à penser justement la métropole de demain. Donc moi, je trouve ça intéressant d'avoir pensé les choses comme ça, et j'ai le sentiment aussi que ça ne... pour répondre aux inquiétudes sur l'absence de proximité, vous ne mettez en commun que ce qui est intéressant, et évidemment, ça n'empêche pas de rester proche quand on doit être proche. Je n'ai pas compris que c'était autre chose que ça. Ma question, c'était, vous avez annoncé des projets en commun, puisque ce que vous faites va vous permettre justement d'investir et de faire des choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire ces nouveaux projets et nous reparler un petit peu mieux de ce fameux fonds de solidarité, puisque vous ne l'avez pas évoqué, mais c'était le fameux procès qui vous était fait de département de riches, et évidemment vous avez pensé à ce fonds de solidarité de 150 millions qu'a priori vous abondez de la moitié, donc de nous en parler également. Merci, cher collègue. Monsieur le Président, vous avez la parole. On va se partager les réponses avec Pierre. Juste pour répondre à votre question tout à l'heure, sur les emprunts toxiques, c'est la charte de Gisler qui détermine si un emprunt est toxique ou non. Donc, quand on dit 90%, c'est scientifique. Alors, la question du gigantisme qui a été évoquée par M. Bourlanges et puis par d'autres, on va passer... les Yvelines, c'est 100% du territoire. Nous, c'est 8%. Donc, fusionner, ça fait 108%. L'augmentation de taille sera de 8% par notre fusion. Le gigantisme, on en est loin. C'est plus petit que l'ancienne Seine-et-Oise. Ça fait même, si je me souviens bien, 40% de l'ancienne Seine-et-Oise. J'attire l'attention quand même. Nous sommes le seul cas où
à part l'Alsace, nous sommes le seul cas où les élus ont choisi d'organiser à une très forte majorité leur fusion. Démocratiquement, ça a quand même un sens. L'État a dessiné les nouvelles régions sur la table de nuit du président de la République sous le précédent quinquennat, sans la moindre concertation avec qui que ce soit, sans l'accord du moindre élu, et à part la Haute et la Basse Normandie, pour laquelle tout le monde peut considérer qu'il y a une cohérence, pour le reste, on est effectivement, M. Bourlange, dans le gigantisme. Et effectivement, pour répondre à ce gigantisme, même si ça ne s'est pas passé dans la région Île-de-France, on peut imaginer que les départements puissent avoir la volonté de fusionner 2 à 2 en réponse à ce qui a été fait à ce moment-là. Je rappellerai qu'en 1950, Michel Debré avait proposé que les départements fusionnent 2 à 2. Donc, pas le sentiment que notre proposition et notre initiative soient vraiment très révolutionnaires en réalité. Deuxièmement, vous avez parlé de métropole et région, la dualité. Bien entendu, il y en a un de trop entre la métropole et la région. Et je pense que dès lors que la métropole et la région auront le même périmètre, il sera quand même assez cohérent, effectivement, qu'elles fusionnent en un seul et même établissement. Ça me semble à peu près évident. Quant aux EPT, je pense que personne n'a ignoré la malice des EPT. Juste pour vous faire réfléchir juste une seconde. Paris, 2 200 000 habitants. Un seul EPT pour Paris. Les Hauts-de-Seine, 1 600 000 habitants, 4 EPT. Pourquoi cette incohérence? Pourquoi la comparaison peut être étendue au Val-de-Marne et à la Seine-Saint-Denis, qui auraient été aussi partagés. En réalité, chacun a bien compris que le projet de la loi NOTRe, c'était d'organiser l'absorption par Paris. Je suis assez inquiet d'ailleurs de voir parfois, d'entendre parfois quelques acteurs politiques, quelques candidats nous expliquer que Paris, dès leur élection à Paris, absorbera les communes limitrophes de Paris. Si c'est pour leur donner le même statut que les mairies d'arrondissement, à l'égard desquelles ils ne proposent aucune évolution, et qui sont des ersastes de collectivités. Un arrondissement de Paris, c'est rien. Ce n'est même pas une collectivité. Et si c'est ça, l'avancée démocratique, que l'absorption de la ville de Boulogne ou la ville d'ici les Moulineaux, au hasard, au rang, la ville de Vanves, au rang de Neuilly, oui, au rang de mairie d'arrondissement, je ne suis pas absolument certain que ça se termine bien comme aventure. Donc, effectivement, ce projet de métropole tel qu'il a été conçu par la loi NOTRe, c'était un projet électoral. La loi NOTRe avait dessiné une métropole pour M. Bartolone, tout le monde le sait. Et ce n'était pas un hasard, puisque on mettait dans la métropole Paris de gauche, la Seine-Saint-Denis de gauche, le Val-de-Marne
de gauche et les Hauts-de-Seine de droite. Qu'est-ce que ça devait donner ensuite comme majorité ? Les élections municipales ont déçu tous les pronostics des faiseurs de comptes, naturellement. Et à partir de là, ceux qui avaient conçu cette métropole se sont empressés de la vider de tout contenu. Parce que, évidemment, le résultat aurait abouti à donner du pouvoir et des compétences à leurs adversaires. Donc, cette loi, notre loi malicieuse, est un cadeau empoisonné qu'on a laissé au quinquennat suivant, en réalité. Je crois que le président de la République n'a plus que le comprendre et qu'il en tirera les conséquences. Voilà. Alors, je veux dire à Amédée de Courson que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. D'abord, il sait que c'est discrétionnaire, donc de ce point de vue-là, on ne peut rien faire. Mais on peut faire ce qu'il a proposé. Nous avons fait un établissement public interdépartemental qui d'ores et déjà recueille une grande partie de nos services. Et nous pouvons effectivement y transférer l'intégralité de nos services. Je pense que l'État l'a compris, puisqu'il a vu que nous avons commencé ce processus qui fonctionne et qui fonctionne bien. Donc nous pouvons le pousser encore un peu plus loin. C'est ce que nous faisons d'ailleurs régulièrement, avec un profit à la fois pour les habitants, pour la proximité. C'est pas avec 8% de territoire de plus que la proximité change. Hein. En population, ça nous fait autant que le département du Nord. Oui, ça nous fait autant que le département du Nord. Mais ce qui conduit, en fait, à notre fusion, c'est notre profonde imbrication. Les Hauts-de-Seine, c'est tout petit, territorialement. 1 600 000 habitants, mais c'est tout petit territorialement. Et le bassin économique, par exemple, entre Vélizy, dans les Yvelines, et Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, il est indifférencié. On fait passer une frontière entre les deux, ça n'a aucun sens. 20% des habitants des Yvelines travaillent dans les Hauts-de-Seine. La Défense, le quartier d'affaires de la Défense, premier quartier d'Europe, est à 1000 mètres des Yvelines. 1000 mètres. Ça n'a donc évidemment pas beaucoup de sens. Voilà. Je vais peut-être laisser à Pierre parler du FS2I parce que nous sommes assez fiers. Et je dirais simplement, mais je lui laisserai expliquer le processus, il faut quand même un peu de prospérité pour organiser un peu de solidarité. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez rien partager. Monsieur Bédier. Comme ça. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour dire à Amédée de Courson qu'effectivement, on peut, avec l'établissement... Charles-Henri, pardon, oui, Amédée, pourquoi Charles Amédée. Charles Amédée, allez. De Courson du Oui, Buisson. voilà. Faites court, Oui, on fait court, voilà. Donc, sur la mutualisation des moyens avec l'établissement public interdépartemental, ça marche, mais c'est lourd. Donc l'idéal serait quand même qu'on dise on fait un département. Et ce qui m'amène à dire, parce que je voudrais revenir sur cette affaire de gigantisme, parce que je vois très bien ce que Madame la députée Pouzireff a en tête, qui est la communauté urbaine. Et je voudrais lui faire voir les différences, qui est notre secteur qui ne marche pas du tout. Voilà. Nous créons un département, et c'est valable aussi, Monsieur le député Bourlonge. Nous ne créons pas autre chose qu'un département. Et nous avons un équivalent, c'est le Nord. Et le Nord est très identique au département que nous voulons créer, puisqu'il y a une zone urbaine dense, une partie très industrielle, une partie tertiaire et une partie très rurale. Donc, ça a quelque chose de similaire. Deuxième élément, parce que ça veut dire comment on gère la péréquation. Dans le Nord, ils la gèrent très bien. On la gère aussi dans les Yvelines. Le problème de la péréquation, pardonnez-moi, Monsieur de Courson comprendra comme député d'une zone plus rurale. Dans les zones urbaines, on ne maîtrise pas forcément, mais la loi qui a réformé la représentation des départements a profondément affaibli les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains. Parce qu'avant,
quand on n'avait pas fait les découpages, ben, vous aviez dans les territoires ruraux avec 20 000 habitants, vous pouviez avoir un conseiller départemental, et vous en aviez 40 000 ou 50 000 dans les cantons urbains. Donc il y avait une espèce de cote mal taillée qui faisait que les territoires ruraux étaient surreprésentés dans nos assemblées départementales. Je parle de celle des départements périphériques. Là, avec la loi et la réforme, il n'y a plus sur 21 cantons dans les Yvelines que 3 cantons ruraux. 3 cantons ruraux. Est-ce que ça se passe mal, monsieur le député, pour autant? Non. Parce qu'il y a un consensus des urbains pour protéger le rural. Et vous aurez la même chose avec les Hauts-de-Seine. Personne n'a envie, avec Patrick Devedjian, on n'a jamais parlé d'urbaniser le champ de course de Rambouillet. C'est pas nous, ni celui de Saint-Cloud. Bon. Et donc, n'ayez pas d'inquiétude sur... On aura des moyens pour faire de la péréquation. Nous aurons un problème, mais on l'a déjà, de représentation. Je ne peux pas vous dire que c'est un de mes échecs, mais c'est une de mes difficultés. Comment fait-on marcher les territoires d'action départementale que j'ai créés dans le département des Yvelines pour faire de la déconcentration, pour faire que les maires aient un outil plus à disposition? Mais même si on ne fusionne pas avec les Hauts-de-Seine, de toute façon, on a le problème. Et ce n'est pas toujours simple, parce que les maires, quelquefois, préfèrent aussi venir dans les services à Versailles plutôt que d'être traités à proximité de chez eux. Donc, cette affaire de la représentation des territoires ruraux, elle n'est pas simple, mais en tout cas, politiquement, elle ne pose aucun problème. Il y a un consensus absolu. Je ne connais pas d'élus qui disent « réservons l'argent des urbains pour les urbains et ne soyons pas solidaires avec la zone rurale ». Alors, avant de venir au FS2I, je voudrais revenir aussi sur la communauté urbaine. La communauté urbaine, ça ne marche pas parce que l'intercommunalité ne marche pas en France. Alors ça peut marcher quand vous avez... Moi j'ai connu une intercommunalité qui marchait. Parce que dans mon petit bout de territoire yvelinois, qui est le Mantois, il y avait une ville-centre qui s'appelait Mantes-la-Jolie. Et des villes autour. Donc, quand vous avez 7-8 villes qui viennent s'agréger à la ville-centre, vous créez des solidarités, ça marche. Mais quand vous avez des villes qui se suffisent à elles-mêmes, ce qui est le cas des Hauts-de-Seine, chaque ville dans les Hauts-de-Seine peut se suffire à elle-même. Elle a la taille et la richesse pour pouvoir se débrouiller toute seule. Elle a ses propres équipements culturels, elle a ses propres équipements sportifs, elle a la compétence en ingénierie, etc. Elle n'a pas besoin de fusionner dans l'interco. Il faut faire des syndicats dans ces cas-là. Ce qu'il faut mettre en commun, c'est les eaux usées, c'est les ordures ménagères, éventuellement l'électricité, etc. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de fusionner. Dans la communauté urbaine, ça ne marche pas parce qu'on a voulu créer un système où on transférait des communes vers le dessus. Nous, on ne demande pas aux communes de nous transférer quoi que ce soit, et on ne va rien transférer aux communes. On reste un département. Nous ne serons qu'un département. Donc, il n'y a pas de raison qu'on devienne plus mauvais, puisqu'on ne changera pas de métier. Et il n'y aura pas de changement de compétences. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera totalement neutre. Politiquement, consensus pour la préservation de la zone... Notre zone rurale dans les Yvelines, c'est un trésor. Donc personne n'a l'idée de s'en priver. Et efficacité, à mon avis, sans problème, puisque sans transfert de compétences, il n'y aura pas de complexité. Sur le FS2I. Alors le FS2I, c'est le fonds de solidarité qui est abondé par tous les départements, mais qui en réalité redistribue ensuite, et il redistribue plus à certains départements qu'à d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a 2 départements qui payent pour les 2 autres, pour les 5 autres, puisque Paris ne nous a pas rejoints. Alors ce que nous avons voulu faire dans ce FS2I, et c'est ça son originalité, chaque année, pardon. Oui. Je ne ferai pas de commentaires. Donc on a 150 millions d'euros nets chaque année, qui seront distribués. Ils sont distribués sur des projets d'investissement. Ce que nous critiquons dans la péréquation, telle qu'elle fonctionne, et qui ne changera pas, parce qu'on avait eu cet argument aussi, moi c'était le préfet des Yvelines, je crois, qui m'avait dit « Oui, mais en fait, vous voulez échapper à la péréquation. » Je lui ai dit « Monsieur le préfet, la péréquation, c'est le législateur qui la décide. Donc, c'est la DGCL, hein, en réalité, on le sait bien. Mais il n'y a aucune raison que ça change. D'autant que nos départements ayant... Et un peu de respect pour les députés. Mais j'ai un immense respect pour les députés, mais sur ce sujet, je ne doute pas que la DGCL ait des arguments supérieurs à leur opposer. Hélas. Et donc... il n'y aura pas de changement en matière de péréquation, puisque nos 2 départements étant assez similaires, ça sera pareil. Et cette péréquation, nous la critiquons parce qu'on ne sait pas où part l'argent. Nous, c'est très compliqué d'aller expliquer aux Yvelinois
qu'il y a de l'argent qui part, parce qu'on est quand même moins que les Hauts-de-Seine, mais on est quand même pas mal taxé, on ne sait pas où ça va. Si encore on le savait. L'avantage du FS2I, le nôtre, c'est que nous avons arrêté une règle qui est celle de l'unanimité. Donc s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça ne peut pas se faire. Donc on a un droit de veto en réalité. Nous nous mettons d'accord sur de l'investissement, exclusivement sur de l'investissement. Et nous essayons de mettre en œuvre des investissements qui sont des investissements interdépartementaux. Puisque nous sommes Yvelinois, je vais vous parler d'un investissement indispensable, toujours pour la vallée de Seine en Yvelines. Nous n'avons pas de liaison entre la vallée de Seine et la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, de liaison routière. Bon. Nous, on peut financer dans le département cette liaison routière. Aucun problème. C'est parti, Gargenville, le pont, C13, F13, OK. À la frontière du Val d'Oise, moi, la présidente du conseil départemental, elle me dit, j'ai pas un rond. Je ne sais pas faire la route, le bout de route qui va continuer. La loi ne m'autorise pas, moi, de le financer. Grâce au FS2I, alors qu'elle est intéressée, parce que c'est intéressant pour elle aussi, on pourra financer cette infrastructure si, naturellement, tous les autres partenaires sont d'accord pour ce financement. Donc, je pense qu'on a vraiment fait quelque chose qui repose sur le volontariat. L'avantage de ce volontariat, mesdames et messieurs les députés, c'est que c'est un volontariat d'élus, donc de gens qui connaissent les réalités. C'est pas un truc évanescent. Donc, c'est concret, c'est basico-basique. Quand on fait nos réunions, c'est pas des moments de grande envolée lyrique, hein, c'est des moments où on discute bout de route, pour pas dire bout de gras. Et exactement, c'est le langage des élus, c'est le langage des élus, de tous les élus. Et c'est pas des structures technocratiques où personne ne retrouve ses petits. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais sachez qu'on nous met des bâtons dans les roues. Et si vous pouvez nous aider, aidez-nous. Parce qu'on est en train de nous expliquer que c'est pas de l'investissement, que c'est du fonctionnement. Et on veut nous réintégrer ça, et vous imaginez bien qu'on ne peut pas l'accepter, on veut nous réintégrer ça dans l'objectif du pacte de Cahors, ce qui est quand même absurde. C'est énorme. Et vous savez pourquoi on veut nous faire ça? On a le droit de dire tout ici, là, une commission, c'est pas une commission d'enquête, mais on n'a pas juré, mais bon. Pourquoi on veut nous faire ça? Parce que c'est une façon de nous racketter sur d'autres sujets. On nous dit, si vous ne financez pas le Grand Paris Express, on ne vous autorisera pas ça. Mais le Grand Paris Express, c'est pareil. Pourquoi on irait financer le Grand Paris Express si on n'est pas dans une cohérence territoriale? On a évoqué les projets communs. Je crois que c'est vous, madame le député, qui demandait quels sont les projets communs. On a un projet commun, et nous sommes prêts à participer là-dessus, c'est la ligne 18. La ligne 18, on nous raconte, la ligne 18, c'est la ligne horizon. Vous savez, c'est la ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ils ne la feront pas. Mais quand je dis ils, c'est le système. Ils ont sorti de la ligne 18 la seule liaison rentable. C'est Versailles-Nanterre. Et ils ont fait une version qui est, tenez-vous bien, pas Roissy, mais Orly. Orly-Versailles. Le TRI sur Orly-Versailles, il est, comment va-t-on dire, médiocre. Donc, on va avoir un justificatif à un moment en disant, mais vous vous rendez compte, il faut investir tant de milliards et il y a à peine de passagers. Bien sûr, puisqu'en fait, on ne boucle pas la boucle. Ce qui est intéressant, c'est la partie Versailles-Nanterre, puisque les parties Versailles-Nanterre aujourd'hui sont totalement saturées. Or, nous disons, si on se regroupe, nous sommes en capacité, nos départements ne sont pas endettés, ou à la marge. Nos départements ont des capacités d'investissement, on a dit 800 millions d'euros. Incontestable, c'est une infrastructure qu'on peut financer, pas en totalité bien sûr, mais à laquelle on peut participer. Mais aller financer une gare ici, une gare là, un bout de tunnel ici, ça n'a pas de sens. Pardon, je me suis emporté. Merci. Je vous prie de m'en excuser. Merci. On va prendre une deuxième série de questions. Vous aurez l'occasion encore de vous exprimer. Monsieur Marie-Lossian. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, merci pour vos exposés et vos premières réponses sur ce projet bien avancé qui, je le sais, vous est cher. Vous avez mis en place un établissement public interdépartemental pour mutualiser la gestion de la voirie, des collèges, des achats publics et même, si je suis bien renseigné, de l'archéologie. Si vous voulez bien, je voudrais cependant aborder un sujet qui est celui des strates administratives, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, qui se sont multipliées dans la région francilienne depuis l'avènement de la célèbre métropole du Grand Paris. Je veux évoquer notamment dans les Hauts-de-Seine ce que vous appelez les fameuses EPT, nous en avons 4. Et puis dans les Yvelines, il y a, je crois, alors si je suis bien renseigné, 5 communautés d'agglomération, 5 communautés de communes et une communauté urbaine.
Quel serait donc l'avenir de ces EPT ou de ces communautés dans le cadre d'un projet de fusion du fameux 98 ? Faudrait-il procéder à la création, au dessin de nouveaux EPT ou de communautés avec des découpages plus pertinents géographiquement ? Je pense par exemple à un exemple que je connais bien dans ma circonscription, où la pente de Rueil vers Chatou est plus naturelle que vers le reste des rives de Seine. Et quel serait à ce moment-là l'impact vis-à-vis de la métropole du Grand Paris ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Médienne. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour votre exposé, Messieurs les Présidents. On partage beaucoup des avis que vous nous avez communiqués, notamment sur la métropole du Grand Paris. Je crois qu'on a été de ceux les premiers à revendiquer une métropole régionale, à l'échelle régionale, et non pas ce donuts, comme l'appelle Monsieur Bédier, ou ce Paris-Brest, comme on l'a dit de notre côté, parce qu'il est plus crémeux peut-être que le donuts, je ne sais pas, il faut voir. Moi, j'ai quelques questions, parce que votre exposé est à la fois clair et assez convaincant, mais je n'en attendais pas autre chose de votre part, pour être honnête. J'ai quand même quelques questions à vous poser. Puisque ce projet est si fantastique à vous écouter, pourquoi vous exonérer, même si la loi ne vous l'impose pas, d'avoir une consultation démocratique sur cette fusion des deux départements, une consultation citoyenne, une consultation également des maires des communes, puisque, Monsieur le Président Devedjian, vous avez parlé des faiseurs de comptes tout à l'heure, n'avez-vous pas peur que ça aussi se retourne contre vous? Parce que quand on regarde vos assemblées départementales, elles sont quasi à coloration politique unique, c'est le choix des urnes, on ne peut pas vous le reprocher, mais ça... Non, mais justement, c'est pas moi qui vais vous reprocher ça. Mais vous le savez très bien comme moi, ces choses-là peuvent se retourner assez facilement. Donc pourquoi s'exonérer de ça, puisque le projet tel que vous le présentez semble absolument fantastique? Moi, ça m'interroge quand même. Et c'est parmi les citoyens que je rencontre et qui sont sûrement moins informés, effectivement, de la réalité de ce que vous voulez faire que ce que vous nous avez exposé aujourd'hui, c'est la grosse question qu'il se pose, donc c'est aussi mon rôle de vous la poser. Deuxième question, sur le foncier. Parce que vous nous dites que, oui, vous allez, avec les deux départements fusionnés, c'est une protection contre l'artificialisation des sols et qu'on va réussir à bloquer le foncier. Moi, j'ai quand même, Monsieur Pierre Bédier, j'ai quand même une inquiétude là-dessus. Pas vis-à-vis du département. Hein. J'ai une inquiétude par rapport, vous en avez parlé tout à l'heure, la Société du Grand Paris, de ces 71 gares. On sait très bien que le foncier autour va être pris par des immeubles d'habitation et de bureaux, donc le foncier va augmenter. On sait très bien que ça va devenir une charge insoutenable pour les gens qui habitent dans ces coins-là aujourd'hui. Et où vont-ils aller? Ils vont aller dans les départements de la deuxième couronne. Donc nous allons en récupérer dans les Yvelines, Monsieur Bédier, un certain nombre, vous le savez très bien. Or, on a déjà mangé plus que ce qu'il ne fallait de terres agricoles. Comment va-t-on se sortir de ça? Et en quoi la fusion des deux départements nous protège plus que la situation actuelle? Et puis, dernière question qui concerne encore une fois la métropole du Grand Paris. On a parlé du périmètre métropolitain. Comme vous, je ne crois pas non plus que le périmètre du métropolitain s'arrêtera à ce qu'il est aujourd'hui et que la raison veut qu'on aille vers une métropole régionale et qu'on fusionne les deux entités administratives. Pour autant, il y a quand même un risque, aussi improbable soit-il. Admettons que ça reste en l'état et que ce soit validé en l'état. Comment s'en sort-on? Voilà, c'est tout pour moi. Merci, cher collègue. Madame Provendier. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, moi, je voudrais vous parler solidarité. Je vous remercie pour vos présentations très convaincantes et je suis tout à fait raccord avec vous sur les concepts de rapprochement pour atteindre des effets de seuil, des économies, des partages d'expertise et a fortiori quand on a des richesses, pouvoir les partager, c'est se donner les moyens d'une ambition visiblement que vous partagez et sans quoi j'applaudis. J'ai vu également que dans ces ambitions partagées, il y avait l'aspect social des choses. En tout cas, c'est ce que j'ai pu glaner comme information à différents endroits. J'ai vu dans cette lettre bleue, notamment, que vous vous associez pour accompagner les mineurs isolés et les jeunes majeurs isolés. Et du coup, je me suis posé la question sur le plan pauvreté.
quelles avaient été vos positions, est-ce que vous aviez contracté avec l'État? Et je me suis rendu compte que, et l'un et l'autre, et là je parle de vos départements, je ne parle pas de vos personnes, n'aviez pas contracté avec l'État dans le cadre du plan pauvreté. Alors je me suis demandé pourquoi, et c'est la question que je voulais vous poser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Je vais peut-être vous en poser une. Je vous laisse répondre, Monsieur le Président. Alors, bon, on a évoqué tout à l'heure la place de l'intercommunalité. Bon, c'est au législateur de trancher, hein, ça ne sera pas nous. Si je peux me permettre un avis de voisin, je ne vois pas l'intérêt des EPT. Je l'ai dit tout à l'heure, les communes, à part la commune de Johnny, là, la petite commune Marne-la-Coquette, toutes les communes dans le département des Hauts-de-Seine ont la taille critique. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'interco. Il faut faire du syndicat qui permette de mutualiser les eaux usées, les poubelles, etc. Mais l'interco, là, ça n'a pas de sens. Dans les Yvelines, c'est plus compliqué. Alors, pour avoir connu des intercos de petite taille, si on revient sur la loi NOTRe, je pense que ça serait une très bonne chose. Madame le député, monsieur le député, sachez que j'ai milité pour l'interco XXL, mais je l'ai fait, si j'ose dire, à mon corps défendant. Pourquoi j'ai fait ça? On était parti pour avoir une interco allant de Poissy au Mureau, c'est-à-dire récupérant toutes les bases fiscales, et une dérogation d'intercommunalité pour le Mantois, parce qu'il y avait des élus dans le Mantois qui se trouvaient très bien entre eux, qui auraient eu la misère sans les recettes fiscales. Et ça, pour moi, c'était pas acceptable. Parce que pour le coup, c'est la négation de la péréquation. Donc je préférais un grand truc qui marche mal, qu'à un truc moyen qui marche bien, et un truc petit qui part en quenouille. Voilà, ça c'est... mais ce système ne marche pas. Si vous voulez bien m'entendre et si l'exécutif l'acceptait, je trouve que revenir sur la taille des intercos, au moins en région parisienne, est absolument indispensable. Parce que dans un département périurbain, avoir 72 communes et avec 50 km entre les deux communes les plus éloignées, c'est impossible d'avoir des services communs. Pardon ? Et sans ville-centre. Il y a plusieurs villes-centres. Donc, ce truc ne marchera pas. On le sait. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait aussi, c'est que la loi donne des souplesses. Donc, moi, j'espérais une revoyure de la loi NOTRe, c'est-à-dire qu'on laisse les élus faire ce qu'il faut faire. On a eu un préfet qui était, pas l'actuel, mais le précédent, comme il était, on se dit tout ici, hein, comme ancien DGCL, il a vraiment voulu Morvan que ce truc ait des transferts de compétences. On était parti pour contractualiser, pour que les communes conservent, avec l'idée que les grandes communes aident les petites communes autour. Il a refusé ce système, donc on a tout fait remonter, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, l'interco, il faut la rebâtir. Mais ça n'a rien à voir avec notre projet de fusion départementale. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un autre sujet. Bon, l'impact vis-à-vis de la métropole, moi, il me semble qu'avoir un département à l'ouest, c'est intéressant. Un grand département comme le nôtre, c'est intéressant pour l'État et pour la métropole. Parce que nous aurons des moyens financiers, on l'a déjà proposé, par exemple, à l'État, de reprendre à notre charge la part de l'État dans le CPER. Il n'est pas capable de financer, aujourd'hui, les projets n'avancent pas. Nous sommes prêts à faire cet effort. Laissons-nous de la liberté et nous sommes prêts à assumer de la solidarité en contrepartie. Et c'est le principe, d'ailleurs, du FS2I, on y reviendra aussi. Sur le référendum, monsieur le député, je suis gaulliste, donc toujours difficile de dire tout le mal que je pense du référendum. On ne répond jamais à la question qu'on vous pose. Moi, j'ai vu 2 référendums locaux dans ma modeste vie d'élu local. À chaque fois, les gens ne vont pas voter. J'en ai vu un à Mantes-la-Jolie, c'est ce qui a définitivement tué mon prédécesseur comme maire, donc ça m'a un peu guéri du référendum d'initiative locale. Et j'ai vu notre ami Carl Olive qui a fait un référendum sur le départ de la prison de Poissy, où tout le monde votait pour, mais il n'a pas eu de participation. Donc ça signifiait rien. Je crois que c'est peut-être une solution, le référendum d'initiative locale, mais enfin c'est pas, ça me paraît pas être un succès. Voilà, je suis pas sûr que ça marche. Ce truc. Le problème, c'est qu'après, si vous avez 2000 personnes qui viennent voter
sur 3 millions d'habitants et que ces 2000 personnes votent non à 95%, après vous êtes accusé d'être un antidémocrate si vous ne respectez pas le vote des 2000 personnes. Et vous savez comme moi que les contre se mobilisent plus facilement que les pour. Notre-Dame-des-Landes, oui. Bon. Donc, bon, le référendum, on n'est pas convaincu. Sur le foncier, je voudrais vous rassurer parce qu'on a inventé un truc génial. Génial. On va créer de la richesse dans les Hauts-de-Seine, mais vous nous avez aidés, parce que c'est le législateur qui nous a aidés à créer le truc génial. Parce que lorsqu'on crée de la richesse, c'est-à-dire lorsqu'on construit une tour à la Défense, il faut maintenant des compensations environnementales. Donc nous avons créé une structure qui s'appelle Biodif, et donc avec cet argent de la compensation environnementale, ça va permettre de sacraliser des terres dans le département des Yvelines, puisque de toute façon, ils ne peuvent pas faire leur compensation environnementale dans le département des Hauts-de-Seine. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Sur les toits. Donc, mais là, vous avez vraiment un exemple extrêmement concret d'un effet bénéfique de l'effet de taille. Je suis d'accord, mais comment on va résister à la pression des gens qui vont bouger? Alors, non, mais après, ça, on a un deuxième problème, après, monsieur le député. Mais ce que je veux dire, c'est que la sacralisation des terres agricoles, elle sera favorisée puisqu'il y aura des sous. Comme toujours, c'est une question de gros sous. Bon. Sur le reste, il y a des schémas d'aménagement qui sont le schéma départemental, qui deviendra donc un schéma à l'échelle de ce département, qui continueront à protéger avec un SDORIF pour protéger les terres agricoles, et avec une politique qui est déjà mise en œuvre dans le département des Yvelines, et que nous continuerons à mettre en œuvre, qui est la densification raisonnable dans les zones déjà urbanisées. En d'autres termes, autour des gares, par exemple Éole, dans le département des Yvelines, aujourd'hui, il y a des pavillons. La logique veut que ces pavillons se transforment en R+2, +3, donc on ne va pas faire des tours, bien entendu, mais on peut, nous, dans les Yvelines, densifier dans des zones urbaines, reconstruire, comme disent les urbanistes, la ville sur la ville, ça a du sens. Alors, pas partout, il y a des endroits où ça peut être refusé. Dans votre circonscription, si on va dire aux gens d'Élisabethville, on va racheter tous vos pavillons et on va faire des immeubles, bon, je pense qu'ils seront contre. Mais vous savez comme moi, monsieur le député, que dans 10 ou 15 ans, ils seront les premiers au moment des successions à venir réclamer de la souplesse dans le PLU. Parce qu'ils voudront pouvoir vendre dans de meilleures conditions. Donc ça se fera avec le temps, mais la sacralisation des terres agricoles, elle est garantie dans les schémas que nous avons votés, dans les schémas que nous fabriquons, et grâce au développement des Hauts-de-Seine et aux mesures de compensation, on aura en plus l'argent pour s'assurer de vraiment les protéger, parce que c'est toujours encore une fois une question de gros sous. Et sur la solidarité, nous n'avons pas adhéré au plan pauvreté, parce que nous voulons faire mieux que ce qu'on nous a proposé. Ça fait partie des discussions que nous avons avec l'État, parce que ce qu'il nous a proposé, pardon, mais Patrick va l'expliquer. Monsieur Devézian, avant de peut-être donner la parole pour conclure, je voudrais rajouter deux points, si vous permettez. Le premier, c'est que les fusions entre collectivités territoriales n'apportent pas systématiquement des économies d'échelle et des synergies. Et la Cour des comptes a relevé très récemment que c'était plutôt le contraire au niveau des régions en particulier. Est-ce que vous avez des assurances à nous donner sur le fait que vous n'allez pas être obligé de vous aligner sur le plus cher, sur etc. Bon, ça c'est mon premier point. Deuxième point, vous dire, c'est un propos personnel, mais nous avons été un certain nombre de députés surpris par l'attitude d'un certain nombre de présidents de département lors du congrès de l'ADF et le comportement vis-à-vis de la ministre Madame Gourault. Est-ce que aujourd'hui, pour mener à bien un projet tel que vous le souhaitez, est-ce qu'il ne faut pas imaginer un dialogue entre les départements et l'exécutif qui soit d'une meilleure qualité que ce qu'il est aujourd'hui? Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et je trouve que ce qui a été fait à ce congrès ne va pas dans le bon sens et ne va pas aider les départements à régler leurs problèmes. Monsieur Millet, je crois que vous aviez aussi une question avant de peut-être terminer. Ouais, juste pour conclure et pas pour retarder tout le monde, moi, la remarque de mon collègue de Courson était excellente. Moi, je vous engage effectivement à continuer là-dedans, et je ne doute pas que vous le ferez. Mais à l'heure où, justement, on a parlé de la loi NOTRe et de voir ce qu'on peut faire pour enlever les irritants de la loi NOTRe, votre précipitation à aller vers la fusion... Oui, 3 ans que vous y êtes, mais enfin, vous y allez par coup de boutoir dans la presse régulier, on l'a vu, en déclarant les choses, ça y est, ça va se faire, on a l'accord, etc. On l'a encore vu dernièrement dans la presse. Est-ce que vous ne voulez pas
parce que présenté comme ça, effectivement, on conçoit l'intérêt de votre fusion, parce que vous ne pas laisser un petit peu de temps à la fois aux législateurs de remise en place et en ordre des choses, notamment, vous le voyez bien, on revient un petit peu sur le côté big is beautiful. Allez, on va donner la Big is parole peut-être au- beautiful, on revient dessus. Donc il faut quand même qu'on arrange certaines choses, peut-être avant de se lancer dans de nouvelles expériences. Merci, C'est une merci, réflexion cher que je collègue. livre. Monsieur le Président. Alors, je voulais compléter Bien sûr. juste quelques observations que nous avons faites ensemble, notamment répondre à Madame Provandier sur le plan pauvreté. Nous sommes en discussion avec l'État sur le plan pauvreté et nous, département des Hauts-de-Seine et des Yvelines réunis au sein de l'EPIN, nous avons proposé 800 millions. Ce n'est pas rien, c'est nous qui proposons le plus. Nous avons proposé 800 millions, mais l'État, ça ne lui suffit pas. Il nous demande davantage et il nous fait chanter à la fusion. Et l'État nous demande de prendre en charge les engagements de l'État au contrat de plan État-région. L'État, aujourd'hui, par exemple, dans notre département, le tramway T1 est en panne. Les travaux sont en panne parce que l'État n'apporte pas la contribution à laquelle il s'est engagé dans le contrat de plan État-région. Et aujourd'hui, l'État nous dit, si vous voulez la fusion, il faut que vous payiez à ma place ce à quoi je me suis engagé. Et ce n'est pas seulement le seul cas pour le tramway T1. Donc nous avons une discussion tous azimuts dans ce domaine, naturellement, et les préfets nous font chanter. Ce n'est pas les ministres, ce sont les préfets. Les préfets qui, par exemple, organisent la fiscalité maintenant. C'est même sous Napoléon III, on n'avait pas vu ça. Mais la taxe sur les bureaux, ici un certain nombre d'acteurs, la taxe sur les bureaux, elle a été fabriquée par le préfet de région, lequel même préfet de région avait refusé l'agrément à Total sur son permis de construire pour son siège social. Total qui est effectivement installé dans le son siège social, et le préfet considérait qu'il ne pouvait pas lui donner l'agrément. Et où est la politique de ça tend les relations, Monsieur le Président, ça tend les relations avec l'État. Moi, je souhaite que les politiques... Madame Gouraud est charmante, et moi, j'ai un très bon dialogue avec elle, et je ne souhaite absolument pas, évidemment, cette discourtoisie. Mais je souhaite que les politiques prennent le pouvoir et ne laissent pas l'administration décider à leur place. Parce que ceci, évidemment, tend les relations. La loi NOTE était un projet entièrement préfectoral. Il a été fabriqué par la DGCL et qui s'est battu vraiment tout le temps. La suppression des 3 départements de la Petite Couronne, c'est la DGCL encore qui a conçu cela et qui s'est battu pour l'avoir. Cela tend les relations. Alors, si les politiques laissent faire l'administration, évidemment, ça ne crée pas un bon climat. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les EPT sont, pour répondre à la question posée, les EPT ce n'est pas la même chose que l'intercommunalité. Ce n'est pas la même chose que l'intercommunalité pour 2 raisons. Premièrement, les EPT ont été constitués de manière autoritaire par les préfets. Autoritaire, sans concertation. Et évidemment, comme vous le savez, les intercommunalités donnent lieu à un processus démocratique pour se constituer. Complexe, mais démocratique. Donc ça, première différence. Et ils ont été imposés, et même assez brutalement. Par exemple, l'intercommunalité du sud des Hauts-de-Seine, qui était interdépartementale, qui comprenait la ville de Verrières, qui est dans l'Essonne, et une autre commune de l'Essonne, le préfet les a rejetées de l'EPT et elles se sont retrouvées hors intercommunalité d'un seul coup parce que le préfet avait décidé comme ça. Et évidemment, ça n'aide pas pour les relations. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que les EPT ont hérité de la compétence d'aménagement et que ce sont les EPT qui maintenant font les PLU en dépouillant les communes. Or, ceci est assez grave au plan démocratique, parce que
vous pouvez avoir, dans une campagne électorale municipale, comme celle que nous avons, un candidat qui est élu et son adversaire s'est battu sur une conception d'urbanisme de la commune qui était la sienne, légitimement, mais qui est battue. Mais il peut se retrouver président de l'EPT. Et là, il imposera son PLU à celui qui l'a battu. C'est un cas un peu particulier, mais c'est possible. Et ça, c'est évidemment, ça n'a rien à voir avec l'intercommunalité. Dans la petite couronne, les EPT n'ont aucun sens. Je le dis comme je le pense, aucun sens. Pourquoi? Dans toute la petite couronne. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de communes. Ça a du sens dans les Yvelines. Il y a combien de communes, Pierre? 160. Voilà. Dans les Hauts-de-Seine, il y a 36 communes. Dans le Val-de-Marne, il y en a 40, je crois. Et dans la Seine-Saint-Denis, il doit y en avoir 43, 42. Donc les trois de cet ordre-là, les trois départements de la petite couronne ont peu de communes. Et la véritable intercommunalité, en réalité, politiquement et réellement, c'est le département. Parce que tous les départements de la petite couronne ont pratiquement des représentants de toutes les communes de leur territoire. Pratiquement. Et donc, c'est en ce sens que c'est un échelon qui peut être facilement supprimé, outre le fait qu'il est élu au second degré. C'est quand même assez paradoxal. Les EPT sont élus au second degré, et comme la métropole, parce que si vous y réfléchissez, c'est aussi paradoxal. Vous avez un échelon municipal avec des élus municipaux, un EPT ou une intercommunauté avec des élus municipaux, et la métropole avec des élus municipaux. Donc les élus municipaux eux-mêmes constituent 3 strates. On nous dit il faut simplifier, on supprime les départements. Ah bon? Quand même, vous avez 3 strates municipales, celles-là on les garde, mais on va supprimer les départements qui ont une autonomie démocratique propre. Donc oui, pour répondre à cette question. Alors, sur le social, je veux dire aussi à Madame Provendier que nous avons, parce qu'on est plus fort à 2, la première raison pour laquelle nous fusionnons, c'est pour être plus fort. Et on est toujours plus fort à 2 que tout seul. Et dans le domaine social aussi, comme vous le savez, il y a des maladies orphelines ou autistes qu'on n'arrive pas à soigner en France parce qu'on n'a pas les établissements, les enfants partent en Belgique. Eh bien, dans les Yvelines, les 2 départements créent un foyer d'accueil médicalisé, un FAM. C'est un investissement de 30 millions. Et avec des dépenses de fonctionnement annuelles en conséquence. Mais ce n'est pas un projet, c'est en cours de réalisation. Et grâce à notre établissement public interdépartemental, car ça, ce qui est déjà fusionné chez nous. Et nous allons avoir un établissement qui va nous permettre d'accueillir des enfants qui aujourd'hui sont obligés d'aller en Belgique, dont les familles sont obligées d'aller les soutenir en Belgique et qui pourront... Il n'y en a pas en France. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas en région parisienne, il n'y en a pas en France. Et nous allons pouvoir créer cet établissement et qui va résoudre un certain nombre de problèmes sociaux. Oui, on est plus fort à 2, on est plus riche à 2, c'est vrai, mais aussi plus efficace et donc plus solidaire aussi à 2. Voilà. Un mot des économies d'échelle, peut-être, si oui. vous permettez. Ah oui. Dépenses supplémentaires, non. Un investissement, il n'est pas encore temps de dire comment les choses s'organiseront, mais il y aura un siège unique du département, et donc il y aura un des 2 à vendre. On ne sait pas ce qu'on vendra, mais bon, si vous regardez, il y a soit à la Défense, vendre des bureaux à la Défense, c'est pas la chose la plus difficile du monde. Et nous, dans les Yvelines, on a fait une très bonne affaire en achetant à Guyancourt un bureau qui est à côté de la gare de Guyancourt et qui se vendra bien. Il y a un marché du bureau à Guyancourt. Donc, l'investissement, on pourra, si on n'arrive pas à se regrouper dans un seul bâtiment, on sait autofinancer par la cession de nos biens
Il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Et pas plus Patrick Devedjian que moi ne sommes dans la logique de faire le palais des présidents de département. On en est bien loin. Bon. Deuxième aspect sur la dépense de fonctionnement. Nous sommes engagés, nos 2 départements, actuellement, dans une baisse de nos dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que nous n'avons pas signé le pacte, mais nous faisons mieux que le pacte, puisque nous sommes en négatif. Donc, et nous n'avons pas l'intention de changer, puisque notre idée, et je le redis, Patrick l'a dit, je l'ai dit, et je le redis, notre idée, c'est de continuer à accroître la baisse de nos dépenses de fonctionnement par des économies d'échelle. On a par exemple, sur les achats, dès à présent, on est à moins 15%. C'est sûr que quand on achète des voitures à 2 plutôt que tout seul, c'est mécanique. Donc nous allons faire encore baisser notre dépense de fonctionnement, et nous mettons tout ça en investissement. Et un investissement pour des projets structurants, etc. Mais ça, je ne vais pas le faire. Donc c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas de risque. Comme on va pas, je reviens à ce que je disais sur les métiers tout à l'heure. Comment on ne va pas changer de métier? On ne va pas se mettre à exercer des compétences supplémentaires, des compétences nouvelles. Il n'y a pas de raison qu'on se mette à dépenser plus, au contraire. L'économie d'échelle doit pouvoir jouer. Là, pour le coup, ça, j'y crois beaucoup. C'est vrai que dans les fusions, lorsque vous faites la fusion, les systèmes de fusion d'interco, alors ça, c'est dramatique. Dernier point, parce qu'on pourrait avoir un problème de statut de personnel. Nos statuts de personnel sont assez similaires. Ils sont un peu plus généreux dans les Hauts-de-Seine que nous ne le sommes, mais le surcoût lié, parce qu'on s'aligne toujours, il ne faut pas se mentir, hein, on ne s'aligne jamais sur le plus bas, on ne peut pas s'aligner sur le médium, on s'aligne sur le plus. Les économies que nous arrivons à générer globalement feront qu'on sera étal, peut-être qu'on sera en positif la première année, mais il n'y aura pas d'explosion du coût de fonctionnement. C'est enregistré. On travaille là-dessus. Monsieur Le Courson, vraiment, on avait dit qu'on terminait, mais il faut qu'on termine dans 3 minutes. Vous avez... Subsidiaire. Mais quelle est la position du gouvernement par rapport à votre projet? Et vous conclurez là-dessus. Alors, non, c'est pas une question malicieuse. Il faut être juste. Il faut être juste. Le gouvernement a fait un pas qui est important à mes yeux. Il a saisi Monsieur Lecornu de l'instruction de cette demande, c'est-à-dire que l'État s'est instruit effectivement, nos DGS ont été entendus par l'administration de M. Lecornu, et l'État veut évidemment étudier, il est temps, les conséquences pour sa propre organisation d'une telle fusion. Parce que, par exemple, est-ce qu'on supprime une préfecture ? Et alsacienne. Oui. Oui. On va laisser la parole au ministre, M. Le Courson. Donc, on verra ce qui se passera. Mais c'est un vrai sujet. Mais nous, dans les Hauts-de-Seine, on a l'habitude, parce qu'il y a 20 ans, on a supprimé la sous-préfecture de Boulogne. Et la sous-préfecture de Boulogne est toujours là, mais il y a simplement un seul sous-préfet pour la sous-préfecture d'Antony et de Boulogne. La suppression de la sous-préfecture de Boulogne a abouti à la suppression d'un sous-préfet. Point final. Très bien. Merci beaucoup. L'audition est terminée. Merci beaucoup pour votre liberté de ton. C'était